Eh bien, salut à tous, c'est le Doc. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse d'actualité. Avant toute chose, je voulais vous remercier puisque vous avez particulièrement apprécié la dernière vidéo de ce format-là, La beauté contre Netflix, beaucoup de vues, beaucoup de commentaires. Merci à vous les barons. J'en profite pour afficher l'Instagram afin que vous puissiez m'ajouter et m'envoyer vos nouveaux sujets. Depuis quelques semaines, je n'arrête pas de recevoir une question qui revient systématiquement dans ma messagerie privée. C'est la suivante. Pourquoi le film Top Gun Maverick a explosé le box-office mondial? Il y a plusieurs éléments de réponse. Tout d'abord, une campagne marketing particulièrement efficace, la présence de Tom Cruise, acteur très apprécié qui réalise ses propres cascades, et surtout car le film a été réalisé avec des prises de vue réelles, ce qui change de la CGI traditionnelle, particulièrement moche que l'on retrouve dans toutes les productions moderne. Mais surtout, cette question du succès de Top Gun, ça nous amène à nous interroger sur autre chose. Pourquoi notre époque est obsédée par les années 80? Cette vidéo va s'articuler en deux parties. Dans la première, je vais essayer de comprendre pourquoi notre époque vit dans un remake perpétuel des années 80, pourquoi cet intérêt pour cette époque-là, comment ça se matérialise et pourquoi surtout. Et dans la seconde partie, je vais me focaliser sur le succès au cinéma de Top Gun Maverick, pourquoi ce film en particulier, qui est à contre-courant des productions modernes, et surtout, qu'est-ce que le cinéma français doit retenir comme leçon par rapport à ce succès mondial. Maintenant que le plan a été posé, nous pouvons y aller. Tout d'abord, je l'avais explicité dans la vidéo sur Mad Men, notre époque n'a pas d'identité propre. On n'a pas d'archétype. Ce qui fait que si on devait réaliser un film sur les années 2020, il n'y aurait pas une identité qui se dégagerait de notre époque, comme c'est le cas des années 40, 50, 60, 70, où par exemple, il y avait un art vestimentaire qui était propre à chacune de ces périodes-là. Ce qui ne veut pas dire que notre époque n'a pas d'identité, mais elle n'est pas clairement identifiable. De plus, pour certains auteurs, nous sommes sortis du processus historique. C'est ce qu'explique Fukuyama dans La fin de l'histoire, mais aussi Philippe Meuret. Nous sommes sortis de l'histoire comme une voiture qui est sortie de la route. Et ça, c'est particulièrement inquiétant. Parce que à la fin des années 80, il y a eu la chute de l'URSS, la chute du mur de Berlin, et il n'y avait plus d'ennemis clairement identifiables. C'était la victoire, l'hégémonie de la démocratie capitaliste, libérale, occidentale. Youpi, la fin de l'histoire est là, il n'y aura plus de grands événements. On s'est complètement trompé, puisqu'à partir des années 90 et du début des années 2000, il y a eu de nouveaux enjeux, de nouvelles menaces qui nous ont sauté à la gueule, et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une décadence clairement visible de l'Occident. Face à ces nouvelles menaces, certaines générations qui ont connu les années 80 ont eu un profond sentiment de nostalgie par rapport à ces dernières, parce qu'il n'y avait pas de problème économique majeur, il n'y avait pas toute la question écologique, il n'y avait pas de problème d'insécurité. Ça ne veut pas dire que les années 80 étaient parfaites, sûrement loin de là, mais du moins pour une partie de la population, les années 80 sont perçus comme une sorte de refuge, une parenthèse dorée, une parenthèse enchantée. Donc, qu'est-ce qui matérialise cet intérêt constant pour les années 80 à notre époque? Eh bien, cela se voit par nos modes de consommation, et déjà les films. Parce que la plupart des productions cinématographiques d'aujourd'hui, quand ce n'est pas des films Marvel, sont issues de près ou de loin des années 80. Ce sont soit des suites, soit des remakes, soit des reboots, parce que les studios ont produit des films qui sont considérés aujourd'hui comme cultes, parce qu'il y avait une liberté artistique très importante. Ils sont restés sur leurs acquis, et aujourd'hui, c'est l'énième suite de telle ou telle franchise, où il va y avoir du fanservice omniprésent, où on va jouer la corde de la nostalgie, ça va faire vendre des tickets, mais il n'y a plus de création originale. Et même quand il y a des créations originales, il y a de suite l'héritage des films des années 80. Je peux citer Drive, qui est un très bon film, mais qui reprend la plupart des codes des années 80, jusqu'à la musique composée par Kavinsky, qui reprend la musique propre des films des années 80 au synthé. Il faut noter également que c'est à partir des années 80
que le film n'est plus seulement vu comme une œuvre à part entière, mais comme un produit de consommation. On fait des suites, on fait des remakes pour vendre au maximum et surtout pour vendre des produits dérivés. Quand on prend certains films qui sortent aujourd'hui, comme Drive, ils ont cet héritage des années 80. Je peux citer la saga John Wick, des films d'action, qui reprend en somme les films d'action des années 80 et surtout le cinéma de Hong Kong avec John Woo, le bullet time, ça tire de partout, les arts martiaux, bref, vous connaissez. De plus, les films des années 80 ont un cahier des charges bien précis. Il y a souvent des figures très viriles, c'était Stallone ou Schwarzenegger, très patriotiques. Et il y avait dans ces films du politiquement incorrect, avec des phrases chocs. Et c'est ce qui explique le succès de ces films. Et il y a toute une génération bercée par les films d'action des années 80. Qui demeurent excellents, qui sont des films cultes. Il n'y a plus cette liberté artistique dans les productions que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est très rare de voir des créations originales qui sortent du lot tant on est emprisonné dans ce paradigme propre aux années 80. On peut parler des séries puisque Stranger Things reprend les codes des années 80, on peut citer les Goonies par exemple, et la musique au synthé est omniprésente. D'ailleurs, l'action même de la série se déroule pendant les années 80. On peut citer également notre rapport à la mode, puisque aujourd'hui la mode est orientée vers l'art vestimentaire des années 80, le streetwear, si on peut parler d'art vestimentaire bien sûr, avec la sneaker qui est vue comme un produit quasiment culte. Certaines sneakers valent très cher car eh bien, elles sont considérées comme des produits qui ont traversé les époques et les âges. Donc le streetwear que la plupart des jeunes portent aujourd'hui, c'est l'héritage des années 80. En somme, les années 80, c'est l'aboutissement ultime de l'individualisme et surtout de l'américanisation, comme l'a démontré Régis Debray ou bien Michel Clouscar. Ce qui est très difficile pour les générations les plus jeunes, c'est qu'ils sont emprisonnés dans cette américanisation. Mais on ne peut pas leur en vouloir parce que, comme l'explique Clouscar, on est tellement biberonné dès notre plus jeune âge aux produits de consommation américains, que ça soit les vêtements, la musique ou les films, que c'est très difficile de s'extirper de tout ça. Il faut déjà le dénoncer, mais même celui qui le dénonce est voué à être emprisonné dans cette américanisation, qu'il le veuille ou non. Donc, comme je l'ai dit, pourquoi on est autant attiré par les années 80? Parce qu'il y a déjà eu ce processus d'américanisation. Les années 80, c'est ce qui représente le plus la victoire et l'hégémonie américaine par rapport à tous les domaines, que ce soit culturel, sportif, cinématographique, bref, ils étaient partout. Donc forcément, ça s'est abattu sur tout le reste des pays occidentaux. Tous les pays occidentaux ont développé les codes propres à l'américanisation, même l'Italie, c'est ce que dénonce Pasolini. Et à partir de là, quand est arrivé le processus de fin de l'histoire, 89-90, on n'a pas voulu grandir, c'est comme le syndrome de Peter Pan, les générations n'ont pas voulu voir le début des années 2000 et les nouvelles menaces qui planaient, le terrorisme, les problèmes écologiques, l'insécurité, et ils se sont enfermés dans cette parenthèse dorée que représentent les années 80. Mais il y a un énorme paradoxe, parce que les années 80, c'est pourtant l'antithèse du politiquement correct et du wokisme que l'on connaît aujourd'hui, même si les années 80 sont à l'origine du wokisme, parce que c'est justement la victoire de l'individualisme qui a poussé à l'émergence des théories woke. Et maintenant, on va parler du succès de Top Gun Maverick. Top Gun 2 est sorti au cinéma il y a de cela, il me semble, un mois ou un peu plus, et c'est la suite directe du premier Top Gun, qui est sorti au cinéma initialement en 1986. Il a été réalisé par Tony Scott, le frère de Ridley Scott, à qui on doit Gladiator, Blade Runner, Prometheus ou même Alien. Tony Scott est un réalisateur qui est malheureusement sous-coté, à qui on doit par exemple l'excellent Spy Game, avec Robert Redford et Brad Pitt. Très bon film, je vous le conseille. Et surtout, Tony Scott, c'était un homme profondément lié
au complexe militaro-industriel américain, car il faisait des films toujours en lien avec soit l'armée, soit les services de renseignement. Il faut rappeler que lorsque le premier Top Gun est sorti au cinéma, il y avait devant les cinémas américains des représentants de l'US Air Force pour enrôler les jeunes hommes parce qu'ils voulaient devenir pilotes. Tony Scott est malheureusement décédé puisqu'il s'est ôté la vie car il avait une maladie qui était incurable. Mais ce qu'il faut noter, c'est que Top Gun était déjà considéré comme un film culte parce que il y avait tous les curseurs de ce que je vous disais tout à l'heure, de la représentation de l'archétype du film des années 80. La présence de la masculinité, de la virilité, le fait qu'en plus on était sur des films patriotiques dans un contexte bien précis de guerre froide, avec là en plus l'élite de l'armée américaine, donc l'US Air Force, des hommes qui pilotent des avions, qui n'a jamais rêvé d'être pilote. Bon, maintenant, aujourd'hui, les jeunes rêvent d'être TikTokers, mais à une époque, la plupart des hommes rêvaient d'être pilotes de chasse. Donc, Top Gun 1 avait toutes les caractéristiques du film des années 80. La masculinité, le patriotisme, le politiquement incorrect, bref, tout ça. D'autant plus qu'on était dans la logique de la guerre froide et de l'affrontement idéologique, politique et économique avec l'URSS. Donc tout ça, c'était des films qui étaient très utiles dans une logique de subversion idéologique. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe énorme entre d'un côté le succès de Top Gun Maverick, qui n'est pas un film woke, il n'y a rien de woke dans ce film, même en allant extrêmement loin, ce qui fait qu'il est à contre-courant des productions modernes, et le fait qu'en parallèle, nous sommes dans une époque qui a embrassé le wokisme, qui fait que de nombreux films sont obligés aujourd'hui d'avoir un agenda politique, ce qui n'est pas le cas de Top Gun Maverick. Et si on devait faire un parallèle, c'est que lorsque Top Gun 2 est sorti au cinéma, il y a eu en même temps le film Buzz l'éclair, qui était censé marcher, puisque il y a Pixar et Disney derrière, parce que ça reprend l'un des personnages les plus connus de l'univers Pixar, qui n'est autre que Buzz l'éclair que l'on retrouve dans Toy Story. Donc c'était un film qui devait fonctionner. Or, c'était un film qui possédait en son sein un cahier des charges politique et idéologique. C'est ce qu'a affirmé notamment Chris Evans, qui a dit que les gens qui n'étaient pas contents de regarder Buzz l'éclair méritaient de ne pas avoir d'enfants, et que c'était des gens qui étaient voués à disparaître. Ce qui est plutôt cocasse, sachant que lui-même n'a pas d'enfants. Mais bon. Donc, il y a eu deux films qui devaient normalement très bien fonctionner au cinéma. Top Gun 2, ce fut le cas. Et de l'autre côté, Buzz l'éclair. Mais Buzz l'éclair s'est vautré parce qu'il avait notamment un cahier des charges politique et idéologique, et que certains pays n'ont pas voulu exploiter en salle Buzz l'éclair car ils n'aimaient pas cet agenda-là en question. Ce qui n'est pas le cas de Top Gun Maverick, parce que même si c'est un film qui embrasse le patriotisme américain, dans des sociétés plus viriles, la plupart de ceux qui vont regarder ce film-là vont valider, même si ce n'est pas leur pays de base. C'est ça la grande force du modèle américain, c'est que même si vous n'êtes pas américain, le patriotisme exacerbé de ces films-là fait que n'importe quel autre patriote qui n'a pas l'habitude de voir des films comme ça trouve un certain écho en lui. Il comprend les enjeux qu'il y a dans ce film-là. Et c'est le cas de Top Gun Maverick, d'autant plus qu'il y a un double message à l'intérieur même du film, parce que le personnage de Tom Cruise est présenté comme un vieux dinosaure, comme étant une personne en voie de disparition, mais qui est toujours particulièrement utile, surtout dans les moments les plus chauds. Donc on retrouve cette virilité qui est incarnée par Tom Cruise, qui en plus, lui, l'incarne véritablement, car il fait directement ces cascades-là, et c'est un pied de nez magistral à toutes les productions woke. Et au final, on en revient à la même problématique que dans la vidéo La beauté vs Netflix. Les consommateurs sont avant tout attirés par ce qui est beau. Et bien là, c'est pareil avec Top Gun Maverick. La plupart des consommateurs ont des comportements qui sont humains et ils sont attirés par la virilité, par la démonstration de puissance, par le politiquement incorrect. Alors bien sûr, il y a des contre-exemples comme
le dernier James Bond, qui est un film avec un cahier des charges politique très avancé, mais lui, il a bénéficié du fait que c'était le dernier film de l'ère Craig, et ça ne pouvait que fonctionner au box-office. Mais Top Gun Maverick nous montre qu'il y a d'autres possibilités dans les productions cinématographiques. Mais le problème, c'est que là encore, on va chercher dans le cinéma américain des années 80. Et ça, à terme, c'est le gros angle mort. C'est-à-dire qu'il faudrait aujourd'hui des nouvelles productions cinématographiques qui déjà n'embrassent pas un cahier des charges politique et woke, mais qui en plus ne s'enferment pas forcément dans les années 80. Mais alors, quelle leçon doit retenir le cinéma français par rapport au succès de Top Gun Maverick? C'est de faire beaucoup plus de films virils, masculins, avec ce patriotisme et surtout des films qualitatifs. Et je pense au projet que est en train de mettre en place le Puy du Fou avec un long métrage basé sur la vie de Charette, ce qui promet des moments particulièrement épiques. Et je crois que l'avenir du cinéma en France doit se trouver dans ça, avec des films sur des événements historique précis. Je pense à bien Charette, comme va le faire le Puy du Fou, mais aussi la bataille de Cameron. Enfin, il y a tout un tas d'événements et d'épisodes de l'histoire de France qui méritent leur place au cinéma. Et en plus, on en vient à la question même des acteurs, c'est que Tom Cruise, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas par rapport au fait qu'il soit scientologue, c'est un acteur qui est extrêmement charismatique. Or, en France, aujourd'hui, on manque cruellement d'acteurs charismatiques. C'est fini l'époque des Lino Ventura et de tous ces monstres sacrés du cinéma, comme Alain Delon, etc. Et il faut de nouveau avoir aussi bien des personnages charismatiques dans les films, incarnés par des acteurs charismatiques dans des contextes historiques juste grandioses. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura aiguillé par rapport à ce retour perpétuel des années 80 à notre époque. N'hésitez pas à aimer, commenter et à partager. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.